Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, comme chaque semaine, pour votre magazine dédié aux acteurs de l'économie romande. Eh bien, on reçoit une personnalité qui a consacré sa vie à différentes causes humanitaires dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Depuis 2020, elle dirige un poids lourd de ce secteur, Terre des Hommes, une organisation basée à Lausanne de plus de 2000 collaborateurs dans le monde et qui, depuis 1960, apporte son aide aux enfants, c'est sa spécialité. Une noble mission qui fait cependant face à un défi de taille, la suspension soudaine de l'aide américaine, plus de 10% du budget effacé du jour au lendemain, à la manière trumpienne pourrait-on dire, et nous verrons comment l'organisation y fait face. Nous recevons aujourd'hui Barbara Interman, la directrice de la fondation Terre des Hommes. Barbara Interman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission B2B. Est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien. Ça ne veut pas dire que le monde va bien, mais voilà, moi je vais très bien, oui, merci. Merci en tout cas d'être là pour passer ce Avec moment plaisir. avec nous. Vous le savez, la première partie de cette émission est consacrée à vous connaître vous en qualité de personne, davantage. Alors j'aimerais commencer par votre naissance. Vous êtes né à Zurich et c'est là que vous avez commencé votre parcours professionnel. Si mes sources sont bonnes, ce n'était pas dans l'humanitaire, mais dans une banque. Vous y faisiez quoi ? Effectivement, je suis économiste à la base, pardon. Et puis j'ai travaillé, en fait, pas pour une banque, c'était pour une entreprise de consulting. Et j'étais effectivement dans un grand projet pour une banque suisse. Alors pourquoi je suis arrivée là ? Mon père était très impliqué dans l'informatique toute sa vie. Et puis je suivis un peu ses pas. Bon, en tout cas, j'ai senti il faut que je suive les pas de mon père. Donc, pendant 2 ans, j'étais dans un projet informatique pour une grande banque suisse. Alors, de l'univers des banques à l'univers de l'humanitaire, est-ce que vous diriez que ce sont deux mondes opposés ou il y a quand même des convergences, des parallèles ? Où je ne pense pas qu'il y a des grands parallèles, mais c'est pas une mauvaise expérience pour ensuite s'engager aussi dans l'humanitaire. Je pense les banques, ils ont leur raison d'être, il faut les avoir. D'ailleurs, nous avons chez Terre des Hommes les comptes dans une banque. Il faut quand même mettre l'argent quelque part. Voilà, alors en tout cas, j'ai réfléchi après ces 2 ans, soit je reste et je deviens une experte en informatique, aujourd'hui peut-être digitale, et je voulais pas ça. Donc je me suis dit maintenant c'est le moment pour sortir et puis trouver quelque chose qui est quand même plus associé avec ou aligné avec mes valeurs. Bon, voilà, justement, on en reparlera certainement un peu plus tard. Du coup, vous vous êtes dirigé vers le social jusqu'à arriver vers l'humanitaire. Nous aimerions savoir quel type d'enfance vous avez eu. Quelle enfance on a eu pour se retrouver in fine à la tête de Terre des Hommes. J'avais une enfance, je dirais, tout à fait normale. J'avais des parents, j'avais 2 frères, donc j'étais dans le sandwich au milieu, un petit frère, un grand frère. Et puis, cette enfance s'est déroulée tout à fait normale. J'ai fait mes écoles comme il fallait, donc j'étais quand même très guidée par mes parents, nous les 3 d'ailleurs. Et puis, il y avait une personne très importante dans ma vie de jeunesse et encore plus tard, c'était en fait ma grand-mère. Elle voulait toujours partir en mission, comme on disait à l'époque. Elle n'a pas pu pour des raisons privées, mais elle m'a beaucoup parlé. Et je pense que cette influence, il était très important. Mais en mission, de sur quelle moi. mission vous parlez ? Une mission humanitaire, en fait. Donc, à l'occurrence, c'était une femme... Elle était très croyante, donc elle voulait partir avec la mission de Bâle. Donc c'est une mission chrétienne à l'époque. On peut donc dire que votre vocation vient de votre grand-mère ? Moi, je pense qu'elle m'a beaucoup influencée. C'était une personne très importante dans ma vie. Beaucoup d'échanges avec elle sur différents contextes. On n'était pas toujours d'accord, mais elle m'a beaucoup influencée. Et puis, j'ai senti que j'aimerais poursuivre un peu ce qu'elle n'a pas pu faire. Et puis, c'était aussi aligné avec mes convictions. Puisqu'on parle filiation, je crois que vous avez une fille. Oui, j'ai une fille. Est-ce qu'elle est sensible à ce que vous faites ? Est-ce qu'elle a, elle aussi, hérité de ce bâton de pèlerin ?
Je ne suis pas sûre. Elle est sensible à la thématique. C'est notre fille, elle était toujours autour de la table quand on est deux humanitaires, hein, mon ex-mari et moi. Donc on a beaucoup discuté sur les missions qu'on a fait, sur les problématiques humanitaires qui existent aujourd'hui ou même à l'époque. Donc elle a capté tout ça. Aujourd'hui, elle veut s'engager dans le social, mais ici en Suisse. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces petites précisions. Dans une interview à Bilan, vous disiez que votre parcours était atypique. Et j'aimerais est-ce que vous pourriez nous dire en quoi votre parcours est atypique pour votre domaine, certainement? Bon, c'est peut-être un grand mot qu'il est atypique, mais c'est vrai, j'étais dans le secteur privé, dans le corporate, dans le business. Et puis, je suis sortie de là et puis après, j'ai fait mon parcours. J'ai commencé d'ailleurs chez les enfants, Comité suisse pour l'UNICEF. Là, j'étais en charge du fundraising, de la collecte de recherche, de fonds. Mais et puis après, voilà le CICR, et puis après la réconciliation, la promotion de la paix pendant 5 ans, et retour chez l'enfant. Donc atypique plutôt dans le sens que je suis sortie très tôt du secteur privé. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup plus de gens qui font ça. Donc il y a des gens dans les quarantaines, dans les cinquantaines qui aimeraient vraiment changer vers l'humanitaire, vers le social. Donc ce caractère atypique devient un peu plus commun aujourd'hui, vous dites? Je pense, en tout cas chez nous, chez Terre des Hommes, nous avons recruté ces dernières années des personnes qui sont venues du secteur privé, qui ont envie d'être plus alignées avec leurs valeurs. Vous avez beaucoup travaillé à l'étranger, je l'ai dit, en Moyen-Orient, en Afrique, aussi en Amérique du Sud. Au-delà de l'influence de votre grand-mère que vous évoquiez, qu'est-ce qui vous faisait aller sur place? Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement en étant dans ces pays? Être proche dans l'action, vraiment être en contact avec les populations qui ont besoin de l'aide, du soutien. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a... Après 3 ans chez UNICEF ici en Suisse, je sentis ce besoin d'être dans l'action concrète. Dans l'action, mais est-ce que vous cherchez aussi une expérience un peu plus exotique que la vie très réglée qu'on peut avoir parfois en Suisse, avoir un peu d'aventure, hein? Ouais, quand je suis partie, je ne me rendais pas compte de cette vie exotique. Je suis vraiment allée avec l'intention et l'ambition et l'envie de faire de l'humanitaire, faire du bien, amener des changements, même si c'est parfois des petits changements, mais quand même, voilà, dans l'action concrète. Après, oui, vous pouvez dire que c'est un peu une vie exotique. C'est des pays où on ne va pas nécessairement comme touriste. C'est des pays où on travaille. C'est des pays qui sont à risque quand même. Il y a des risques pour nous, comme pour la les Colombie, vous humanitaires. avez été. Comme la Colombie, tout oui. à fait. Donc voilà, alors c'est peut-être exotique. Et puis ce qui est exotique, c'est vrai, on est proche. C'est pour moi, c'était une chance de vivre dans des pays et connaître la culture et les gens pendant 1 année, pendant 2 ans, 3 ans, ça dépend du contexte. Ça, c'est une chance énorme pour vraiment bien saisir ce qui se passe dans les pays et puis voilà, être proche de ces populations. Peut-être que la frontière qui permet en quelque sorte de tomber du côté où on apporte quelque chose de constructif pour les endroits où l'on va, ce sont les valeurs avec lesquelles on se déplace. En qualité de femme leader aujourd'hui en Suisse, vous parlez de vos valeurs de respect, d'équité, de compassion, d'intégrité, d'éthique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une crise des valeurs dans la société suisse actuelle? Ou est-ce que vous trouvez que les valeurs sont toujours bien implantées et qu'on avance avec? Est-ce que c'est une crise de valeurs? Je ne pense pas que c'est une crise de valeurs, mais parce qu'il y a des valeurs qui continuent à rayonner ici en Suisse, comme par exemple la solidarité de la population. Je trouve qu'elle est toujours intacte. Peut-être elle était un peu plus élevée il y a quelques années, mais il y a toujours une solidarité envers l'humanitaire et envers les enfants, si on parle de Terre des Hommes. Nous avons beaucoup de feedback positifs de la population. Donc ces valeurs, je pense, ils sont là.
intacts. Après, on parle de quelles valeurs. Oui, il y a des parties de la population qui sont plutôt centre ou même à droite. On trouve aussi sur des réseaux sociaux, on peut lire, il y a des gens ici en Suisse qui sont totalement alignés avec l'administration Trump. Et puisque Trump dit, là, j'ai un questionnement des valeurs, effectivement. Mais je ne pense pas que c'est aujourd'hui la majorité de la population, si on parle de la population suisse. Ouais. Concernant l'humanitaire, certaines voix, un peu dissidentes, disent que l'humanitaire, c'est un peu du paternalisme ou du néocolonialisme. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ça ? Terre des Hommes a travaillé depuis très très longtemps et travaille et continuera à travailler avec des partenaires locaux. Donc ça, c'est très important parce que c'est... Un gage de sécurité pour éviter le paternalisme ? Non, c'est vraiment de dire il y a des partenaires locaux qui sont dans des 26 pays où on travaille. Ils sont égaux et puis on travaille ensemble. Maintenant, oui, il y a cette problématique que vous mentionnez, elle existe. Elle existe dans quelques organisations un peu plus peut-être que chez nous. Et on doit absolument changer ça. Le néocolonialisme, il faut sortir de là et puis de pousser plus loin ce qu'on appelle la localisation de l'aide et puis travailler avec les partenaires locaux. Ça vous amène, vous, à être beaucoup présente sur le terrain, dans les pays. Vous allez combien de fois par an, par exemple, dans les 26 pays? 2 à 3 fois. Alors, on essaye quand même de limiter les voyages pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques. 2-3 fois par an. Donc, en fin novembre, j'étais en Afghanistan. C'était important cette visite parce que nos collègues, surtout nos 60% collègues féminines, ils souffrent beaucoup. Donc, le soutien moral de ma part, ou un autre membre de la direction est très important pour nos collègues sur le terrain. Forcément, ce genre de voyage et ce genre de défi que vous relevez avec Terre des Hommes, ça doit vous coûter humainement. Où est-ce que vous allez chercher vos ressources personnelles? Du sport, des voyages? Quels sont vos loisirs, vos passions? Je pense déjà à la base, j'ai une résilience qui est assez importante. Je ne sais pas d'où elle vient, elle est là. Je me souviens quand j'ai visité le premier détenu, sécurité, à l'occurrence en Israël. C'est un détenu qui a passé 40 jours sous interrogatoire, sans contact externe ou l'extérieur. Et puis, c'était ma première visite, un détenu. Alors, j'étais là, lui, il commence à pleurer. Et puis, moi, j'étais là et j'ai commencé à pleurer aussi. J'ai dit, ça ne va pas aller du tout. Donc, je suis rentrée après. Et puis, j'ai dit, il faut que j'ai des mécanismes de protection. Ce que j'ai développé. Comment? Je ne peux pas vous dire. C'est un miracle. Mais voilà. Alors, j'ai ces protections sans que je perde la compassion et l'empathie, mais me protéger contre la souffrance que je vois sur le terrain. Après, j'ai des moyens. Oui, je fais du sport. J'aime bien marcher. J'aime bien faire du ski. Je viens d'une famille compétition de ski, parce qu'il y a mon neveu, peut-être vous avez entendu, Niels Hintermann, c'est mon neveu, donc nous-mêmes, les trois, mes frères et moi, on a fait de la compétition à l'époque. J'adore le ski de fond, etc. Donc ça, c'est des moyens qui m'aident de garder cette énergie. Mais je chante aussi, on a parlé avant, j'aime bien chanter, mais ça, c'est que en privé. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup, hein, le chant. L'expression. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions vous concernant, vous. Je pense qu'il est temps maintenant, Frédéric, de s'intéresser davantage les grands temps, Ludovic. À Terre des Hommes. Barbara Hintermann, vous dirigez une organisation spécialisée dans l'aide à l'enfance, on l'a dit, basée à Lausanne et active à travers le globe, 26 pays, vous les avez mentionnés, mais une organisation en crise en ce moment en raison de la suspension de l'aide américaine. C'est 10 millions de francs qui sont en jeu.
Pour mémoire, j'ai trouvé votre dernier rapport annuel 2023. Je pense que 2024, il est encore en préparation. Mais en 2023, c'était un budget d'environ 95 millions. Donc 10 millions, c'est évidemment une grosse somme. On va y revenir. Mais d'abord, on aimerait creuser le fonctionnement quotidien de Terre des Hommes. Pour comprendre son modèle économique, on est bien dans B2B. C'est à peu près 2000 employés dans cette trentaine de pays. Il y a des dons qui viennent encore beaucoup du grand public. 2023, c'était 18 millions de francs qui viennent du grand public, donc une somme considérable. Ce montant, il évolue comment ? Il est stable. Vous avez un don moyen de combien à peu près de francs ? Oui, ces 18 millions, c'est plus ou moins stable. Je pense qu'on est arrivé au plafond par rapport à tout ce qu'on appelle le marketing direct. Donc ça, c'est vraiment, on s'adresse à la population. Là-dedans, vous avez aussi des grands donateurs. Et bien sûr, on les traite un peu différemment. C'est même des très grands donateurs parfois. Très grand, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un peut donner des centaines de milliers de francs ? Oui, il y a 250 000. Il y a un donateur qui était assez fidèle avec 250 000, plusieurs par an. Ça, c'est des grands donateurs déjà. Et ça, c'est un groupe où il y a vraiment un potentiel. Donc, on voit là qu'on peut trouver encore des fonds. La philanthropie est aussi là-dedans. Ça, c'est les fondations. Donc, les fondations qui sont intéressées à notre émission et puis qui a parfois un match entre les thématiques. Donc, ça, c'est plus ou moins stable aussi. Alors là où on peut grandir encore, c'est parmi les grands donateurs. Ouais. Vous parlez du marketing direct. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'importance des messages que vous envoyez ? Comment toucher le public pour qu'il vous apporte son soutien ? Ce qui intéresse beaucoup le public, je pense qu'il y a les deux domaines, mais ce qui intéresse beaucoup le public, c'est évidemment l'humanitaire. Donc l'action humanitaire, par exemple Gaza. Gaza, c'est un contexte où nous, on est présents depuis 50 ans. Qui est extrêmement difficile aujourd'hui parce que vous avez pu suivre ça. Il y a vraiment beaucoup de morts. Il y a toute une infrastructure complètement détruit, qui est détruite. Le système de santé est détruit. Donc ça affecte la population. Donc l'humanitaire, c'est quelque chose qui touche la population. Donc là, on est plutôt dans l'urgence. Mais Terre des Hommes est aussi connu, bien sûr, par rapport à tout ce qui est l'aide en développement. Et ça, c'est aussi apprécié par nos donateurs, qu'on travaille aussi sur le long terme et pas que sur l'urgence, le court terme. En regardant vos différents rapports annuels de ces dernières années, on constate qu'il y a quand même un déséquilibre financier. Alors, un peu moins grand que quand vous êtes arrivé. À la fin des années 2010, il y avait eu une année, un trou de 15 millions de francs pour un budget de 113 millions. Et depuis, il y a une restructuration qui a eu lieu. Aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifieriez la situation financière de Terre des Hommes ? Vous l'estimez quand même sous contrôle, où il y a quand même 2-3 millions, j'ai l'impression, de pertes chaque année. Comment est-ce qu'on les comble ? C'est depuis, on avait 2020, 2021, 2022, c'était des années encore positives. Et puis maintenant, 2023, effectivement, 2024 aussi, il va avoir un déficit. Ce n'est pas des grands déficits, mais il est là. Il est tout le temps là. Donc, c'est un déficit structurel qui varie entre 2 et 3 millions qu'il faut absolument attaquer. Donc, la situation, je dirais, elle n'est pas critique. Maintenant, il y a cette problématique américaine qui s'ajoute. Et comment vous comblez cette perte ? Alors, nous sommes en train de faire une restructuration, mais là, on intègre aussi par rapport aux Américains qu'il faut absolument faire. Il faut encore optimiser, focaliser plus. Pour l'instant, c'est la dette qui vous permet de boucler le financement Oui. Donc, il n'y a pas une fortune à laquelle la Fondation Terre des Hommes est adossée on a quelques immobiliers de quelques millions de francs. Donc voilà, non. Alors la situation, elle est aujourd'hui critique parce qu'il s'ajoute pas seulement les Américains qui sont venus avec une décision abrupte, massive,
pas seulement sur l'organisation, mais c'est surtout sur les bénéficiaires, les enfants, les autres personnes vulnérables dans le monde. Il faut tout d'abord parler de ces gens-là, et après, ça impacte le secteur, tout le secteur. Justement, au début de l'année, l'administration américaine a décidé de suspendre l'aide humanitaire. Ce n'est pas simplement l'aide qui visait Terre des Hommes, mais c'est l'aide en général des États-Unis à travers le monde. Pour vous, donc l'impact est grand, 10 millions de francs, 10% de votre budget. Vous avez lancé un appel aux dons pour combler ce manque. Aujourd'hui, ça produit quel résultat, cet appel? Je ne peux pas vous donner le résultat concret. Il y avait quelques dons qui sont venus en supplément. Combler, on ne va pas. Il faut savoir que les Américains, c'était un bailleur prévisible pendant 60 ans. Un bailleur loyal. Et puis, ce qui est arrivé, c'est... Ça vous a pris de coup? Vous pensiez, parce que c'était pas... vu le programme de Donald Trump, est-ce que c'était à ce point-là une surprise? Vous pensiez quand même que ça ne viendrait pas? C'est la manière comment c'était une surprise. On voit bien un nouveau gouvernement va revoir les politiques. Et entre autres, les politiques de l'aide internationale. Ça, c'est normal, c'est la pratique. Mais qu'il y a une décision, qu'ils arrêtent, c'est pas juste suspendu. Aujourd'hui, on est dans la terminaison des contrats. Alors, d'un jour à l'autre, ça, j'ai jamais vécu dans ma carrière humanitaire. Donc, c'est ça ce qui est vraiment un grand changement. Et on parle de 62 milliards environ. Ça, c'est énorme pour l'humanitaire et l'aide en développement. Donc, c'est ça ce qui est différent. Parce que les pays européens, y inclut la Suisse, qui tous réduits, la France, les Hollandais, l'Allemagne. Tout le monde fait des économies. Pardon? Tout le monde fait des économies. Ils augmentent le budget militaire, disons comme ça. Donc il faut économiser ailleurs. Alors c'est la coopération internationale, entre autres, où il y a des réductions. On peut déduire que vous craignez que cette dynamique continue pour la prochaine décennie? Décennies, je dirais pas, c'est toujours... donc, on est dans des gouvernements de 4 à 5 ans. Donc, ça peut changer de nouveau dans 4 ans ou dans 5 ans. Mais les prochaines années, moi, je ne m'attends pas qu'il y a un changement. Une amélioration? Non. Et je ne pense pas que les gouvernements européens vont combler. Ça, je ne pense pas. Non plus la Suisse et non plus la philanthropie. Ça serait naïf de penser que ces 62 milliards, entre autres... vont être comblés par la philanthropie. Alors, est-ce que vous pensez qu'en réaction à cela, le modèle économique des fondations humanitaires comme la vôtre devrait évoluer, devenir peut-être plus autonome, plus commercial pour trouver un équilibre, vendre davantage des choses, devenir plus productif? Alors, peut-être ce qu'on va faire, nous, on va restructurer. Donc, on a déjà licencié malheureusement plus que 400 personnes sur le terrain qui étaient financées par les projets des Américains. Maintenant, on est dans la restructuration globale. Alors aussi le siège, y inclut le siège ici à Lausanne. Ça veut dire on devient plus petit et on reste pertinent. Donc, c'est ça les prochaines années. Une organisation plus petite, mais quand même pertinente. Après, un modèle plus... Oui, le modèle, on doit le revoir, mais pas seulement pour Terre des Hommes. Il faut revoir tout le système de l'aide, où on peut optimiser, où on peut avoir une meilleure efficience économique. Et moi, je vois, par exemple, ici en Suisse, que les ONG devraient, on coordonne déjà, on coopèrent déjà, mais peut-être on pourrait quand même mutualiser même carrément des services institutionnels, des services de support. Et donc ces réflexions, il faut le faire dans le secteur. Et je suis vraiment très prenante pour avancer là-dedans. Donc le secteur est à réinventer. Il y a une dynamique déjà? Vous appelez, vous, d'autres dirigeants de fondations à se réunir pour faire des choses? J'ai envoyé un premier message à quelques collègues des autres ONG pour voir est-ce qu'on pourrait parler de ça, parce qu'il y a des ONG en France qui ont pris une initiative de créer une coopérative logistique en 2021 sous le lead de Solidarité internationale. Ça, c'est un modèle que je trouve très, très intéressant. Donc, ils ont vraiment optimisé et mis leurs forces ensemble. Et puis, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose pareil ici en Suisse.
Avant de conclure, peut-être une autre idée de financement pour Terre des Hommes. Elle est déjà présente dans vos comptes. Ce sont les legs et les successions qui, en 2023, ont rapporté près de 4 millions de francs. Donc, ce n'est pas rien. Est-ce que ça pourrait être encouragé? On sait que des milliards vont être transmis avec la nouvelle génération. C'est quelque chose que vous espérez voir grandir? Là, on espère beaucoup, évidemment. On a lancé une campagne l'année prochaine sur les legs. Une campagne coûte toujours, donc il faut investir. Mais je pense là, il y a un grand potentiel. Et puis, on y travaille. Quand je dis on travaille avec les grands donateurs, c'est un élément. La succession est un élément à tenir compte là-dedans. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans le budget. On met une somme, mais très prudent parce que c'est imprévisible. On ne peut pas anticiper. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle sur ce chemin? C'est l'initiative des jeunes socialistes qui souhaitent taxer les grands héritages à 50%. Si un tel projet passe, je pense que c'est une source de revenus potentiels pour vous qui sera plus accessible. Oui, c'est possible, effectivement. Après, il faut voir est-ce que ça passe ou pas. Alors, oui. Vous n'y serez pas très favorable alors? Plutôt non. Si je pense aux enfants qui ont besoin des organisations comme Terre des Hommes, mais on n'est pas les seuls, je pense que je ne devrais pas être favorable. Bon, alors on verra ce que Terre des Hommes décide. Si la campagne, et quand la campagne... Nous, on ne va pas se prononcer sur ça, mais c'est plutôt comme citoyenne que je parle de ça. Merci Barbara Interman. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. Avant de nous quitter, Barbara Interman, nous allons vous passer à l'exercice bien connu maintenant du questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? Ma fille me dirait « je suis une maman poule ». Qu'aimez-vous le plus chez vos amis? L'amour et la générosité du temps. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? Surtout pas créer une nouvelle fondation, plutôt se joindre à une qui existe.